Medan est la plus grande ville et la capitale commerciale de Sumatra. Son nom veut dire champ de bataille, en souvenir des luttes incessantes mettant aux prises dans la région les sultans d'Aceh et de Delhi. Ce sont les Hollandais qui provoquèrent le développement de la ville dans la seconde moitié du XIXe siècle en important la culture de l'hévéa et du tabac. La majorité de la population est musulmane. Le lac Toba se trouve au nord de Sumatra. Au centre du lac, l'île de Samosir est peuplée par les Bataks qui ont conservé leur architecture traditionnelle. Animistes, les Bataks parlent leur propre langue. Avec ses paniers sur la tête, ces jeunes filles se rendent au marché de Tomok. Comme tous les marchés d'Indonésie, le marché de Tomok est riche en couleurs et en odeurs de toutes sortes. Les femmes viennent des villages avoisinants pour vendre et acheter fruits et légumes.
Située à l'ouest de Sumatra, l'île de Nias connaît 3 civilisations distinctes et plusieurs dialectes. C'est certainement l'une des îles les plus intéressantes d'Indonésie. On connaît peu de choses des Nias, si ce n'est qu'ils descendent probablement des Nagas de l'Assam, au fin fond de l'Himalaya. Ils leur ressemblent beaucoup et coupés comme eux, des têtes aux grandes occasions, mariages, enterrements. Comment et pourquoi sont-ils venus échouer ici? C'est un mystère. On sait seulement que cela se passa il y a environ 2000 ans. Si la civilisation de Nias, dans ses traditions et ses croyances, semble avoir été presque balayée par la christianisation, elle n'en subsiste pas moins dans bien des aspects. La structure sociale traditionnelle, les rites présidant à la construction des maisons, l'érection des mégalithes peuvent être encore observés, même s'ils ont été modifiés par la colonisation. D'immenses maisons aux toits pointus sur pilotis, rectangulaires ou ovoïdes, s'alignent dans de grandes clairières autour d'une place recouverte d'un dallage grossier. Les jeunes guerriers non mariés doivent sauter ce mur haut de 2 mètres. Au pays Minangkabau, on trouve une culture originale et les plus élégantes demeures traditionnelles de Sumatra, reconnaissables aux flèches recourbées de leur toiture, rappelant les cornes-buffles.
Habitants des régions de montagne et de collines autour de Bukit-Tinggi, les Minangkabau fondent depuis la nuit des temps l'organisation de leur société sur l'Ada. Cette tradition ancestrale privilégie l'ascendance maternelle et donne plus d'importance aux femmes qu'aux hommes, du moins dans la structure familiale. Une chose étonnante dans une société musulmane où les femmes sont souvent considérées comme inférieures. Chose encore plus rare dans cette partie du monde, la naissance d'une fille est toujours attendue avec allégresse. Pour résumer la tradition Minang, du moins ce qu'elle était jusqu'au XXe siècle, la femme est souveraine, sédentaire, propriétaire et héritière principale, tandis que l'homme s'apparente à son invité, un gestionnaire des biens, un administrateur, un voyageur, un nomade. La lignée féminine est essentielle dans la transmission des biens. La mère transmet à sa fille son nom, ses titres, sa maison, ses rizières, ses terres et bien sûr ses bijoux de famille. La femme Minang possède les biens, mais c'est à l'homme de les faire fructifier par son labeur et de les gérer. L'homme n'a pas de réelle autorité. Le coq ne pond pas d'œufs, dit un vieux dicton Minang. C'est l'oncle maternel qui est donc responsable dans la pratique de l'éducation des neveux et des nièces. Ce superbe palais montre l'architecture typique Minang, dont la toiture forme des ailerons lancés vers le ciel. Bali est béni des dieux,
parce qu'ils ont béni les sols. Sa richesse est la résultante d'une équation à 3 paramètres, fertilité des terres, climat idéal et travail de l'homme. Grâce à un système d'irrigation et de production parfaitement maîtrisé, les agriculteurs réalisent 2 récoltes par an. Tandis qu'ici on égalise la boue des rizières, 2 parcelles plus loin on repique le riz ou l'on moissonne. La productivité des parcelles est parmi les plus élevées du monde. Le village balinais est avant tout une grande communauté sociale d'inspiration religieuse. L'unité est faite par le Karma Desa, conseil composé d'hommes mariés qui choisissent un chef de village. Celui-ci, chargé du respect de la tradition, organise les fêtes, contrôle les biens collectifs et joue à la fois les rôles de juge, de conseiller et de médiateur. Chaque propriétaire de rizière appartient en plus à un SUBAC, coopérative agricole qui réunit dans un travail collectif tous ceux dont les terres bénéficient de la même source d'irrigation. La vie sociale ne laisse aucune place à l'individualisme.
Les femmes balinaises travaillent énormément. Ici, elles viennent dans cette rivière récupérer du sable qui servira ensuite à la fabrication de parpaings. Les combats de coqs sont officiellement interdits depuis quelques années, de nombreux Indonésiens s'étant ruinés au cours de paris insensés, officiellement seulement car on peut encore en voir facilement dans les villages. Avant le combat, les propriétaires de chaque combattant garnissent l'une des pattes du coq, la gauche en général, d'un ergot métallique coupant comme un rasoir. Puis la lutte commence, pas de quartier, l'un doit vaincre, l'autre doit mourir. Le combat dépasse rarement les 30 secondes, brutal et cruel, tout comme l'atmosphère qui règne autour de la piste. Au temple de Sangay, tous les singes sont sacrés. Les Balinais ont un calendrier de fêtes très chargé. À Bali, l'hindouisme a été remodelé par la mentalité de ses habitants. Il y a 3 castes à Bali, héritage de la religion hindoue. Ce système n'a pas la rigidité de celui de l'Inde, mais la plupart des Balinais appartiennent à une 4e catégorie, celle des 100 castes, les Sudras, qui correspondent aux intouchables hindous. On reconnaît la caste d'après le nom de son interlocuteur. Ida Bagus pour les prêtres, Dewa pour les rois et Gusti pour les guerriers. Il faut savoir que les Balinais hindouistes croient aux esprits et à la réincarnation. Le pire est de se réincarner en chien. Les funérailles sont les cérémonies les plus surprenantes de l'île. Comme tous les hindouistes, les Balinais brûlent leurs morts 42 jours après le décès pour que le cycle de la vie accomplisse sa boucle parfaite. Tant que le corps d'un défunt n'a pas été brûlé, son âme erre et peut faire du mal. L'incinération est donc un devoir sacré. La date est choisie par les astrologues. Le corps est alors brûlé dans un sarcophage qui a toujours la forme d'un animal. Si le mort est dans un taureau, il s'agissait d'un prêtre. S'il est dans un lion, c'était un roi. S'il se contente d'un poisson, ce n'était qu'un intouchable.
La tour sur laquelle on transporte le corps symbolise le cosmos reposant sur la fondation du monde. Le tout est recouvert de papier de couleur. Certaines tours sont de véritables œuvres d'art. Le corps est installé sur le char et le cortège tourne dans tous les sens en dansant autour afin d'éviter que l'esprit ne retrouve le chemin du village. Par raison d'économie, une crémation peut concerner plusieurs morts. Ici, les morts sont transportés jusqu'au bûcher. Tandis que toutes les offrandes sont déposées au pied du bûcher, le prêtre bénit les morts avant le début de la crémation. Le maquillage des danseurs est long et minutieux, il peut durer 2 heures. Ici les danseurs se préparent pour la danse de Baronquette. Personne ne peut expliquer la signification exacte du mot barong. Le nom donné au barong dépend de l'animal que représente son masque. Celui que nous allons voir est le baronquette, le plus populaire à Bali. Le barong représente le dieu protecteur du village, tandis que Rangda est le mauvais esprit. L'histoire que nous allons voir danser concerne une reine, Dewi Kuti, qui a promis de sacrifier l'un de ses 5 fils au démon Rangda. Aidé par le barong et son ami le singe, le fils de la reine sera sauvé à la fin de l'histoire. Le fils de la reine, qui est fait prisonnier par Rangda, est attaché à un arbre. Rangda va prendre plusieurs apparences différentes pour essayer de l'envoûter, mais en vain. Il sera finalement libéré par le barong.
N'ayant pu tuer le mauvais esprit Rangda, les danseurs au poignard qui sont les disciples de Barong tentent de se tuer. Le prêtre les sauvera en les bénissant avec de l'eau bénite. La cérémonie se termine après que l'on ait répandu du sang de poulet sur le sol. Les catamarans balinés font partie des plus beaux bateaux de l'Indonésie. Légers et rapides, ils permettent à leurs propriétaires de ramener d'abondantes pêches, très importantes pour l'équilibre alimentaire et économique des villages. Les Toraja sont un groupe ethnique indigène d'une région montagneuse du sud de Sulawesi. Le mot Toraja vient de la langue Bugis qui signifie « gens d'en haut ». Un voyage au pays Toraja donne l'impression de vivre un documentaire. De vastes maisons aux peintures complexes, coiffées de toits en forme de bateau, jalonnent les rizières en terrasse où les fermiers travaillent avec leurs buffles. Cette enclave, entourée de montagnes, conserve une riche culture traditionnelle. L'une des caractéristiques les plus remarquables du pays Toraja est la taille et la majesté des maisons traditionnelles. Lieu de réunion de familles, elles ne peuvent être ni achetées ni vendues. Le haut toit retourné à chaque extrémité est l'élément le plus frappant d'une maison. Certains pensent qu'il représente les cordes d'un buffle, d'autres la poue et la proue d'un bateau. Plus les cordes de buffle sont visibles, plus le statut de la famille est élevé.
La vie des Toraja tourne autour de la mort avec le souci de gagner l'argent nécessaire pour faire des funérailles appropriées à leurs défunts. Les cérémonies funéraires rassemblent des familles dispersées. Elles s'accompagnent de sacrifices de buffles et de cochons. Sans des rites funéraires appropriés, l'âme du défunt provoquera le malheur de sa famille. Les Toraja organisent habituellement 2 cérémonies funéraires, une immédiatement après la mort et une autre plus complexe après l'achèvement des préparatifs. Avant les secondes funérailles, le défunt reste dans la maison familiale. La seconde cérémonie peut durer plusieurs jours et implique des dizaines d'invités. Pour les Toraja, l'âme des animaux doit suivre celle du maître, d'où l'importance des sacrifices. Les Toraja de classe supérieure sont ensevelis dans des grottes funéraires ou dans des tombeaux suspendus sur les falaises abruptes. Les Toraja croient que l'on peut emporter des biens dans l'au-delà et leurs morts sont ensevelis avec de nombreux objets et cachés dans des grottes. Ces grottes sont creusées par des artisans spécialisés. Les cercueils sont enfouis profondément et des effigies en bois des défunts ornent des balcons taillés dans la roche devant les grottes.